quand on pense à la fiction, on se dit... La caméra, le son, mais aussi des questions éthiques. Bonsoir. Ça marche, oui? Ah. Merci beaucoup à tous d'être présents ce soir. Nous sommes ravis de vous présenter cet acid pop en présence de Justine Arbonnier, la réalisatrice de Katie Blues. Peut-être quelques mots avant sur l'acid. Hein, vous le voyez, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. C'est une association très particulière en ce sens qu'elle fonctionne entre cinéastes, c'est-à-dire que nous sommes des cinéastes qui soutenons d'autres cinéastes, le travail d'autres cinéastes, nous l'accompagnons et nous faisons en sorte qu'il soit le mieux diffusé et qu'il puisse rencontrer son public. Juste 2 chiffres pour vous donner une petite idée. Aujourd'hui, 93% des salles sont occupées par 10 films. 10 films occupent plutôt 93% des salles, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les autres films. Et nous, notre travail, c'est de mettre en avant d'autres films, peut-être des films plus complexes, plus difficiles, mais audacieux, qui proposent un langage cinématographique autre. C'est ce que vous pourrez voir dans le Katie Blues. D'autre part, nous soutenons donc 20 films, dont 9 que nous sélectionnons dans le cadre de l'Acid Cannes, donc des films qui sont présentés dans le cadre du Festival de Cannes. Et Katie Blues fait partie donc de ces films que nous avons sélectionnés en 2023. Voilà. Donc nous allons démarrer cet acid pop. Juste pour votre information, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, nous avons choisi, et nous le faisons à chaque fois, une thématique bien sûr qui se rapporte au film. Aujourd'hui, donc, il s'agit d'aborder le romanesque chez un personnage dans un documentaire. Comment construit-on un personnage romanesque? Nous allons le voir à travers 4 extraits de films, plus un autre extrait qui est plus un petit clin d'œil à Katie Blues. Voilà, hein, Justine. Donc, on va peut-être parler des 2 premiers extraits de films. Justine. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Voilà, l'acid pop, j'en ai fait quelques-uns déjà, et là c'est voilà, la première fois dans une plus grande salle, et j'avoue que je suis un petit peu plus impressionnée. C'est vrai que c'est un exercice que j'ai trouvé particulier, voilà, de tout d'un coup de choisir un certain nombre de films, n'en choisir que parmi la multitude de ce qui peut inspirer pendant le long processus de fabrication d'un film. Voilà, donc là j'ai choisi d'en retenir 5. Les 2 premiers extraits que vous allez voir, c'est des films, je pense, assez... Enfin, le premier est un film donc assez connu peut-être. C'est le premier long métrage de Chantal Akerman, Je tue, il, elle. Voilà, qu'elle a tourné juste avant Jeanne Dielman en 1974. Et le 2e extrait, là c'est 40 ans plus tard, c'est en fait d'ailleurs c'est pas un film, c'est une série, c'est la série Girls de Lena Dunham. Donc là on est en 2012, donc 40 ans d'écart, et 2 manières de parler de la femme et surtout la femme dans son lit de manière différente. Donc je vous laisse regarder ça, puis on pourra en discuter après.
8e jour ou le 9e, j'ai recommencé la 2e lettre et j'ai mangé beaucoup de sucre en poudre pendant 8 pages. Et j'ai barré, raturé. Il est resté quelques lignes. J'ai arrêté de manger et je me suis tue. J'ai recommencé à écrire des jours après. Des jours après, j'ai lu tout ce que je lui avais écrit. Voilà, vous avez vu ces 2 premiers extraits. Peut-être vous donner un petit éclairage sur qu'est-ce qu'on entend par romanesque chez un personnage. Alors on a échangé avec Justine et on a essayé d'imaginer une petite définition. En réalité, le plus souvent, on retrouve le romanesque dans un personnage dans le décalage entre ce qu'il est ou ce qu'il aspire à être et ce à quoi il est confronté. Voilà, le romanesque est dans ce décalage-là. Et on le voit à travers notamment ces 2 extraits. Tu veux nous en parler ? Tu as fait ce choix hyper intéressant. Oui, j'aime bien les revoir à chaque fois parce que je trouve que c'est fascinant de voir la différence
langage entre ces deux réalisatrices. Chantal Akerman, on est dans évidemment quelque chose de très dépouillé, du plan séquence, elle joue avec le temps, elle nous prend comme ça, et Lena Dunham, évidemment, dans quelque chose de beaucoup plus découpé, beaucoup plus rapide, un rythme très différent. Et voilà, je trouve que c'est toujours... c'est super intéressant de voir aussi comment deux écritures peuvent finalement travailler cette question comme tu disais, du romanesque et du rapport au réel, en fait, de manière très différente. Donc Lena Dunham, là on la voit dans ce... c'est le début de la deuxième saison. En fait, elle explore beaucoup à ce moment-là un peu toutes ces névroses. Donc là, ce qu'on la voit faire à la fin, en fait, c'est un toc. Donc elle compte, et en fait, tout le début de la saison va être autour c'est un peu cette névrose. Et Chantal Akerman, on est sur, je ne sais pas si on pourrait parler de névrose, mais en tout cas, on est sur l'exploration aussi comme ça de quelque chose, peut-être d'un mal-être, ou de quelque chose de très intime. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéressait avec de montrer ce travail-là par rapport à mon film, puisque dans Katie Blues, je me suis beaucoup posé la question en fait de comment mettre en scène et comment explorer l'intériorité d'un personnage. Et évidemment, le cinéma, c'est filmer la surface. Je pense que d'autant plus en documentaire, cette question de comment accéder à ce que un personnage peut traverser. C'est, je pense, une question de mise en scène vraiment importante. Oui, c'est vrai que... Alors là, le film de Chantal Akerman, ce qui est intéressant, c'est juste avant l'extrait que vous avez vu, en fait, Julie, le personnage qui est Chantal Akerman, Julie se déleste de ses meubles, de sa commode, de son sommier, pour ne garder que le matelas, et elle décide de s'enfermer, de s'isoler pendant 28 jours. Et en fait, on assiste véritablement à une introspection d'elle-même, de son corps, de son mental. Elle écrit au-dessus, donc le film c'est Je, tu, il, elle écrit au-dessus et elle donc essaie de, quelque part, se délester là aussi de certaines choses qui sans doute lui pèsent. C'est une séparation qu'elle a vécue avec le tu, une autre femme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ensuite, elle va étaler, récupérer, reprendre tout l'espace en plaçant donc ces différents feuillets. C'est intéressant aussi de la voir manger de manière très frénétique du sucre. Certains diront que c'est un cri d'adieu à l'adolescence. En tous les cas, à ce moment-là, elle se remplit, elle essaie de compenser, de trouver du réconfort. Et une fois qu'elle a terminé et qu'elle a posé son sachet, ça y est, elle rature, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, à travers un simple extrait, on peut dire énormément de choses sur un personnage. Voilà, que dire d'autre sur ce personnage? C'est vrai que le fait on entend sa voix, donc en voice-over, regard caméra, voice-over, et en fait, elle raconte ce qu'elle fait un peu comme si c'était un journal intime. C'est intéressant aussi, c'est quelque chose d'assez riche, d'assez novateur, en tous les cas pour l'époque, et qui marque profondément. Voilà. Pour ce qui est de Girls, peut-être qu'on peut dire aussi que c'est une anti-héroïne. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des séries comme Sex and the City, des femmes beaucoup plus glamour, et là on va nous montrer un personnage tel qu'il est, donc on est dans l'hyper-réalisme. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Lena Dunham, quand elle sort sa série en 2012, il y a vraiment quelque chose. À ce moment-là, on a pas parlé d'une petite révolution dans la manière de filmer la femme dans la série à ce moment-là.
Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins, enfin, quand on le regarde maintenant, je pense que ça paraît beaucoup moins étonnant, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, elle propose vraiment une autre vision, un autre regard, et aussi ce qui est, je pense, très intéressant dans ce travail-là de Lena Dunham et de Chantal Akerman. Ce qui est de particulier aussi, c'est que c'est des femmes qui font tout, enfin qui écrivent, qui se filment, qui réalisent. Donc voilà, c'est vraiment aussi il y a quelque chose d'un peu total et encore une fois qui pourrait permettre de questionner cette idée entre fiction réelle aussi où elle se situe. Et voilà, et ça permet de faire une transition pour l'autre extrait. Donc j'ai choisi 2 autres extraits. Donc le premier, c'est le film de Barbara, donc l'unique film en fait de Barbara Loden, Wanda. Et le deuxième film, donc c'est pareil, j'ai voulu rapprocher en fait 2 extraits voilà, pour aussi parce que je trouve que ces 2 films ont des échos. Le deuxième film, c'est un film de Kelly Reichardt qui s'appelle La dernière piste. C'est un extrait très très court. Et là, mon idée par rapport à ces extraits, c'était plutôt de questionner l'idée du rapport du personnage avec l'espace en fait et avec le paysage. Donc voilà, on a vu là 2 femmes qui se filment dans leur intimité, dans leur lit, dans quelque chose de très ténu. Et là, on est dans quelque chose plutôt des personnages perdus dans une immensité. Et aux États-Unis, donc aussi le paysage qui est aussi que celui que j'ai filmé dans mon film. Voilà. Tell the boss I gotta go to court. I'll be back in a couple hours. Tell him I gotta go to court. I'll be back in a couple hours. See ya.
done coming. Picking coal again? Yes, picking coal again, Wanda. There ain't much left. Could you loan me a little bit of money? We don't have too much money. That's okay. But if I had more, I would give you more. I just need a little bit. Here it is, and I hope that you can get some more money after somebody else. That's the best that I can do. Okay, thank you. I'll pick some coal today. Yes, I pick a little coal. I ain't going to do much now. All I'm going to do is just pick this one more pair, and then I'm going to take it easy for the day. This afternoon I will go fishing for a few hours. And that will take up my time, and I'll enjoy myself for a while. Extraits magnifiques. C'est amusant parce que finalement Wanda de Barbara Loden est interprétée par Barbara Loden elle-même, comme c'était le cas tout à l'heure avec le film Je tue elle, Chantal Akerman qui interprétait le personnage de Julie. Deux extraits intéressants, tu soulignais justement cet aspect, le territoire. Tu veux en parler justement? Oui. Alors, Wanda, Barbara Loden, oui, déjà, je suis désolée pour la qualité, parce que c'est vraiment un film que je vous invite à voir, vraiment, parce qu'il y a eu une version restaurée qui est sortie il y a quelques années, et c'est vraiment un film très très beau qui mérite d'être vu dans des bonnes qualités. Voilà, en fait, c'est un film qui a été très... elle a quand même gagné un prix à Venise quand c'est sorti en 1960, dans les années 70. Barbara Loden, c'était la femme de Elia Kazan. Et voilà, mais c'est un film qui est vraiment complètement tombé dans l'oubli après, et puis que là, dernièrement, on en a beaucoup remontré, dont on reparle beaucoup. Et en fait, oui, la question du territoire, en particulier, je pense, dans ce plan, enfin, dans ce premier travelling, qui montre Wanda, donc voilà, encore une fois, malheureusement, on ne voit pas vraiment très bien, mais comme un petit point blanc qui évolue comme ça, dans ce paysage de charbon. Et je trouve qu'il y a quelque chose de un peu symbolique. C'est comme si ça annonce en fait tout ce que va vivre le personnage, parce qu'on est au début du film, et ça annonce un peu comme ça tout ce que va vivre le personnage. Et voilà, je trouve ça très beau. Et le deuxième extrait de Kelly Ricard, donc là c'est un extrait très court, à chaque fois que je le vois, c'était vraiment très très court. J'aurais envie de rester plus longtemps avec ce paysage. Donc là on est dans le désert en 1845, donc c'est un peu avant l'arrivée vers l'or, etc. C'est des pionniers qui essaient
d'atteindre la côte ouest américaine. Et voilà, et en fait, là, elle filme Kelly Rickard en 4/3, donc ce format carré, pour faire une sorte de western, en fait, complètement revisité, où elle va s'intéresser aux gestes des femmes, où elle va prendre, en fait, elle prend complètement le contre-pied du film de Far West, donc il y a Michelle Williams qui joue notamment dedans, et elle s'intéresse comme ça pendant longtemps aux gestes du quotidien, à des choses, encore une fois, très ténues. Et elle filme donc, elle coupe tout simplement ce paysage magnifique qu'on a toujours eu l'habitude de voir qui a toujours été filmé en cinémascope. Donc voilà, pour elle en parle aussi comme un geste aussi de plus de modestie en fait dans la manière de filmer, de se mettre à hauteur aussi des personnages. Voilà. Ouais. Pour revenir à Wanda, qui aurait pu être donc un personnage de Kelly Rickard, c'est tout à fait le type de personnage que cette réalisatrice défend, c'est-à-dire que Kelly Rickard fait un cinéma assez politique dans le sens où elle met en avant des gens qu'on ne voit pas forcément ou que le système a esquinté. Ce qui est aussi le cas, on le verra tout à l'heure dans le personnage de Katie. Ça, c'est intéressant. Oui, je pense que par rapport à ça, je pense que aussi, et pour toujours par rapport à cette idée de romanesque, qui moi, au début, l'idée de romanesque, c'est vrai, juste une petite parenthèse, c'est vrai que ça me questionnait parce que c'était pas forcément un terme que je réassociais moi-même à Katie Blues. Et à ce que j'ai voulu faire. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, encore une fois, de vraiment intéressant dans cette idée de l'idée de capter le réel, donc dans le documentaire, donc moi, mon film est un documentaire, et en fait de chercher finalement d'une certaine manière ce qui dépasse ou ce qui peut aussi peut-être toucher à quelque chose de plus grand dans, par ailleurs, quelque chose de très prosaïque et de très quotidien. Et je trouve qu'aussi, à cet égard, ces deux cinéastes, c'est vraiment ce qu'elle travaille. Elle travaille vraiment l'idée d'une histoire simple. Ça, c'est un principe, oui. Oui, et puis ça, c'est Barbara Loden qui le dit, qui dit que voilà comment finalement c'est difficile, c'est encore plus difficile de faire un film où on dit qu'on va faire to tell a simple story. C'est vraiment quelque chose de encore plus difficile. Et voilà, et Kelly Rickard aussi, elle est de ce côté de s'intéresser à presque des non-événements, à quelque chose aussi de loin de l'extraordinaire aussi, des anti-héros, du quotidien. Et voilà, donc je trouve, enfin voilà, pour Katie Blues, c'était des références très importantes, très inspirantes. Et de la même façon, Barbara Loden filme d'une façon assez particulière. Hein. On a un grain à l'image, elle utilise la caméra à l'épaule. On est dans quelque chose qui se rapproche beaucoup du reportage et qui nous ramène à l'hyperréalisme, là aussi, à nouveau. En fait, elle a pris un chef opérateur que Elia Kazan après a récupéré et qui est devenu un chef opérateur. Malheureusement, son nom m'échappe là, mais qui est devenu très connu, etc. Mais c'est vraiment Barbara Loden qui avait cette volonté d'avoir une caméra alors moi je sais pas si je parlais de reportage, mais en tout cas peut-être une caméra plus fragile, effectivement, une caméra à épaule. Pour autant là, on voit quand même ce premier plan qui est quand même dans une esthétique un peu différente, mais et oui, et aussi on était dans une économie de moyens pour faire ce film. Elle a galéré pendant des années pour réussir à le faire, et donc il y a aussi quelque chose qui est lié aux situations concrètes aussi dans lesquelles elle a fait ce film, qui faisait que elle n'a pas pu avoir tous les moyens qu'avait son mari, par exemple, à cette époque-là. Et d'ailleurs, on retrouve un peu l'univers de Cassavetes. On peut comparer ce film à Une femme sous influence et Wanda au personnage de Gina Roland dans ce film. Il y a quelque chose aussi de sensible, de fragile. On tombe à nouveau sur des personnages décalés, en souffrance, qui ne se sentent pas à leur place.
C'est le cas de Wanda qui là, en réalité, vous la voyez, elle est vêtue de blanc, elle traverse une carrière de charbon vêtue de blanc avec des bigoudis. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez invraisemblable. Et en fait, elle va se rendre au tribunal pour divorcer. Hein, c'est pas à l'église pour se marier, mais au tribunal pour divorcer. Et en fait, elle va laisser ses enfants à son mari. Elle va tout quitter et on sent qu'elle part complètement à la dérive. Et elle va suivre d'ailleurs on vous invite à voir le film parce que c'est vraiment un film incroyable. Elle va suivre un homme, un sale type qui va notamment voler dans une banque, braquer une banque plus exactement. Et finalement, elle préfère le suivre que de rester là seule parce qu'à ses côtés, elle a le sentiment d'exister. C'est vrai qu'on sent que ces personnages sont assez désespérés. Que dire d'autre sur Wanda? Je pense que, voilà, en ce sens, c'est un personnage aussi romanesque et très touchant. Oui, et c'est vrai que pour faire un lien encore avec le dernier extrait qu'on va vous présenter qui est très différent, qui est fait pour réveiller un peu avant la projection de Katie Blues, c'est aussi des femmes, de femmes cinéastes qui se trouvaient aussi, qui se trouvent encore pour Kelly Reichardt un peu à la marge du cinéma américain et qui peuvent par exemple avoir dans le cas de Barbara Loden, mais maintenant toujours de Kelly Reichardt, un discours aussi assez critique du cinéma hollywoodien. Et donc là, le dernier extrait que j'ai choisi, c'est le Rocky Horror Picture Show. Donc voilà, très différent de tout ce qu'on vient de voir. Là, je dirais que c'est pas tant pour une influence vraiment d'un langage cinématographique que j'ai choisi de le montrer, mais plus parce que justement, il dit quelque chose aussi de cette marge aux États-Unis, de tout aussi une communauté de cinéma. C'est un film qui appartient à ce qu'on appelle les Midnight Movies. C'est un film qui a été diffusé aux séances de minuit dans les années 70 à New York. Et voilà, et donc c'est un film qui dit aussi quelque chose de très intéressant et autre encore du cinéma américain. Voilà. Vous le savez peut-être, parce que c'est un film connu, hein, mais normalement la salle maintenant le Rocky Horror est toujours montré. Normalement la salle est déguisée entièrement. C'est une salle qui répond aux acteurs du film, qui vient avec des accessoires, etc. Tout un show autour du film. Et c'est intéressant parce que les Midnight Movies, c'est vraiment, il y a eu par exemple le premier film de David Lynch, Eraserhead, El Topo, Jodorowsky, c'est vraiment tous ces films-là qui ont pu sortir aux séances de minuit. En fait, ils étaient projetés juste à minuit, donc ça a commencé à New York, un cinéma qui s'appelle le Elgin, et en fait, les gens venaient et c'était à chaque fois des événements, les films étaient projetés des années, et voilà, et donc le Rocky Horror a fait partie de cette tradition-là de film. C'était un show avant qui était joué à Londres, et en fait quand c'est arrivé à Broadway, ça a été un énorme bide, et ils en ont fait quand même un film, donc je ne sais plus dans quel ordre, mais enfin bref, il y a eu un film, donc ce film-là, qui était financé par la Fox, et pareil, le film n'a pas du tout marché. Donc finalement la Fox, un peu par dépit, s'est dit bon bah ok, on vous cède les droits, on est d'accord que vous le passiez à minuit, alors qu'ils pensaient que ça allait être vraiment un carton, vraiment que ça allait être un film hollywoodien populaire, enfin voilà, et finalement ce qu'il est devenu, mais en prenant quelques détours. Et aussi sur, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Mubi, mais en ce moment il y a un documentaire sur les Midnight Movies qui est vraiment super et qui parle de toute cette famille de films. Et cet extrait donne vraiment envie de revoir le film. Ouais. Bon, je crois qu'on va pouvoir lancer Katie Blues. Juste quand même quelques mots sur le film. Nous, on l'a sélectionné à la CID parce qu'on a été particulièrement touchés par le portrait de cette jeune femme, une jeune femme de 29 ans, Katie Lord, qui essaie de garder la tête hors de l'eau dans une Amérique de Trump.
Voilà, Katie, que tu avais rencontrée en 2013 dans le cadre de ton premier court-métrage en Floride, je crois. Oui, tout à fait. En parlera. Tout à fait, c'est ça. Voilà, et c'est un film qui nous a particulièrement touchés. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Bonne projection.